Et on se retrouve dans Version croisée. Bienvenue à vous tous, madame, monsieur. L'actualité de ce jeudi est dominée notamment par cette série de reprises dans plusieurs ministères, sinon pas tous en tout cas. L'actualité, c'est aussi ce naufrage survenu le lundi dernier qui a coûté la vie à au moins 86 personnes. Nos compatriotes, le chef de l'État a exprimé ses condoléances dans la soirée de mercredi, a demandé à la fois qu'une enquête soit diligentée, mais aussi qu'une prise en charge soit assurée en faveur des rescapés, des familles des victimes. Tshisekedi qui fête aussi son anniversaire ce jeudi, il a 61 ans et pour clôturer le tout, il a nommé un nouveau directeur de cabinet au surlendemain, au jour qui suit justement après l'investiture de son gouvernement. Anthony Kinzo, c'est son nom. Alors, on parle de tout ça peut-être rapidement, mais notre sujet principal, c'est ce gouvernement qui est entré en fonction et dont les membres ont procédé ce jour à la reprise. Alain Bolodjoa est là pour en discuter en face de lui. Maître Oscar Moubiaï, je retourne vers vous. Alain Bolodjoa, bonjour, bienvenue. Bonjour à vous, bonjour à mon co-débatteur, bonjour à tout le monde. Bonjour, merci beaucoup d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Vous êtes coordonnateur de la nouvelle classe politique de l'opposition, initiateur du parti politique Le BAT, Levons-nous et Bâtissons. Exact. Alors vous avez un avocat en face de vous, Oscar. Il est là en tant qu'avocat ou j'ai dit avocat pour que vous ne vous trompiez pas, en tout cas quand il va analyser les sujets d'ordre juridique. Okay. Oscar Moubiaï, analyste politique, avocat au barreau de Lille. Bonjour, bienvenue à vous également. Bonjour monsieur le journaliste, et bonjour également à mon cher frère. Bonjour. Alain Bolodjoa. Alors, vous êtes aussi coordonnateur de l'ASBL État de droit en marche. C'est cela. L'État des droits en marche en RDC. Je reste avec vous. Il y a une sorte de célérité depuis l'investiture du gouvernement, des remises et reprises un peu en cascade. C'est prévu de tous pour aujourd'hui. Anthony Kinzo qui entre en fonction, nommé aujourd'hui, mais qui entre en fonction le même jeudi, rapidement. Ça veut dire que c'est le grand travail qui commence. Tshisekedi veut mettre le bouchée double. Donc. Mais écoutez, on avait déjà amassé beaucoup plus de retard. Ouais. Et qu'il était temps que les choses se mettent en place et on en est heureux. Voilà, le retard qu'on a pu enregistrer a été essentiellement dû à la malfaçon de notre Constitution. Ah bon? D'abord, un temps inutile par rapport à la composition du gouvernement, puisque l'article 78 de notre Constitution vous dit qu'il faille passer par les formateurs, l'informateur, identification de majorité. C'est un temps inutile à mon avis. Et aussi, d'autres disent que le chef de l'État n'était pas obligé de mettre en place soit un formateur ou un formateur parce qu'il avait déjà une majorité. Aujourd'hui, il n'y a même pas de débat sur cette majorité. Non, mais écoutez, quand d'autres disent, ils disent sur base de quoi? Un pays est régi par les textes. Les mêmes personnes qui vous disent que ce n'était pas utile de respecter la lettre de l'article 78, parce que c'est l'article 78 de la Constitution qui donne au président de la République les pouvoirs de nommer le ministre. Bon, on a la chance qu'on a nommé la dame, donc désormais on doit s'habituer à dire la première ministre, madame le Premier ministre, tout dépend. La première ministre. Oui. La première ministre, on doit s'habituer à ça, parce qu'on a été toujours habitué au Premier ministre. Ainsi que ça, la composition de ce gouvernement, ça c'est du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Quand je dis discrétionnaire, c'est en apparence, parce qu'en réalité, ce choix-là du président de la République est toujours guidé par ce que l'on appelle le fait majoritaire. Dans la Constitution française, d'où on tire notre Constitution dans son ensemble, on n'a pas fait les ajouts inutiles imités de la Constitution belge et d'autres constitutions où il faille identifier la majorité. Alors, mais maintenant, malheureusement, notre Constitution ayant mal été rédigée, on a copié les histoires dans les mimétismes aveugles et ça nous a retardé inutilement. Quant à la composition en elle-même, on va vous dire que sur ça, mon cher frère Alain Bolodjoa, que j'ai toujours le plaisir de le suivre, il va vous dire... Vous l'avez en face aujourd'hui. Il va vous dire que l'article 90 a été violé parce qu'il n'y a pas eu d'équilibre régional. Bon, tout ça, il fallait qu'on cherche à trouver les équilibres. Conséquence,
de l'interprétation erronée de notre constitution, ça a entraîné quoi? Ça a entraîné que nous avons perdu du temps. Il est donc, à mon avis, très intéressant. Oui, je suis heureux que le chef de l'État, maintenant, puisse faire passer les choses en vitesse. Il était temps qu'on se mette au travail. Alain Bolodjoa, donc si on a perdu du temps, c'est un discours qu'on a souvent entendu, c'est à cause de la Constitution, et ce qui est devenu un peu réparer les choses au dernier moment, en accélérant les choses par des remises à reprise, le nouveau directeur de cabinet qui entre en fonction, de nouveaux mandataires et de nouveaux ambassadeurs nommés. En quoi faisant? Parce qu'on ne doit pas donner l'impression comme si le monde vient d'être inventé par lui. Je sais que généralement, ceux qui soutiennent M. Félix Tshisekedi cherchent à chaque fois à justifier certaines insuffisances du fait de la Constitution. On a nommé la première ministre. Il suffisait seulement quelques jours après de nommer les membres du gouvernement. Probablement qu'ils auraient beaucoup de temps pour élaborer leur fameux programme de gouvernance. Et on pouvait aussi accélérer les choses au niveau de l'Assemblée nationale. Parce que si vous lisez très bien l'article précité par mon co-débatteur, on a donné une durée, un délai assez raisonnable à l'informateur. L'informateur a été nommé. C'était nécessaire alors d'avoir un informateur. C'était nécessaire du fait que Félix Tshisekedi n'était pas sûr d'avoir une majorité parlementaire. Mais la Constitution, dans ses dispositions, l'article précité, donne le timing qu'on devait confier à l'informateur. Un mois avec probabilité de renouveler. Ce qui est vrai, notre frère Kabouya a eu à faire l'exploit. Il a eu à faire, en ayant 2 semaines, à faire son rapport qui a été rejeté. Alors, je ne sais pas si la Constitution a dit qu'il fallait impérativement consommer le 1 mois avec possibilité de renouveler. S'ils avaient la capacité de le faire en 1 jour, ils pouvaient le faire. Mais ils l'ont fait en 2 semaines. Et cela a été rejeté. Mais quel est l'apport, quelle est la valeur ajoutée qui a été constatée dans le retard qu'il y a eu dans le rendu ou le dépôt de ces rapports? Vous allez vous rendre compte que rien n'a été ajouté, rien de substantiel. Parce que ce qu'il avait fait, c'était juste de constater une majorité. Ça pouvait se faire en 2 heures. 2 heures. En 2 heures. En 2 heures suffisait. Parce que tous les regroupements politiques s'identifiaient comme membres de l'Union sacrée. Il suffisait seulement d'inviter le parti politique ou le leader de parti politique au niveau de l'Assemblée nationale ou sinon le groupe parlementaire pour qu'il fasse la déclaration d'appartenance. Et après, on aurait effectivement cette majorité. Deuxième élément. Pour vider les 4 missions confiées au bureau provisoire. C'est-à-dire que la convocation de la plénière, la validation du mandat, ça s'est fait en 1 journée. Et puis, le règlement intérieur, il fallait juste cibler les dispositions ou les articles à problème. Vous apportez les amendements. Parce que rien ne change en fait. Et ça pouvait se faire en 2 ou 3 jours. Alors, la Cour constitutionnelle pouvait vider la question en 1 semaine. Et après, on allait organiser les élections 2 jours après la publication, ou sinon le rapport de la Cour constitutionnelle. C'est-à-dire qu'en réalité, on pouvait prendre 1 mois. S'il y a retard, c'est justement parce que le sens de l'État n'y est pas dans ceux qui ont fait ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui, on dit qu'on aurait accéléré les choses. En quoi faisant? Parce que quand vous dites qu'on aurait nommé le directeur de cabinet, et vous, vous pensez que la nomination du directeur de cabinet est régentée par la Constitution? Non. Ça, c'est une décision administrative. C'est juste une décision administrative. Ils pouvaient le faire même avant la nomination. Parce que la personne qui a assumé la fonction pouvait aussi démissionner. S'ils avaient effectivement l'intention. Parce qu'on risque de donner l'impression comme si, avant de nommer un directeur de cabinet, on doit se rassurer du poste que l'autre, la personne qui assume la fonction, devait occuper. Non. M. Félix Tshisekedi pouvait
nommer son directeur de cabinet. Parce que ça n'a rien à voir avec la Constitution. Il y a eu un vide pendant longtemps, depuis le jour de la nomination du directeur de cabinet sortant, Guilain Nyimbo, comme ministre. On a attendu l'investiture pour que le chef d'État sorte une ordonnance nommant un nouveau directeur de cabinet. Non, cher ami, je pense que nous sommes en train de parler État. Et mon co-débatteur a été suffisamment précis. On doit respecter la norme. Il y a des normes. Mais en ce qui concerne les directeurs de cabinet, cela ne dépend pas de la Constitution. Il pouvait nommer facilement son directeur de cabinet parce que c'est une fonction administrative. Il pouvait les nommer facilement. Ça ne demandait pas assez que l'on installât d'abord le gouvernement pour que le directeur de cabinet soit nommé. Et donc, s'il a nommé, d'ailleurs, je vais vous prendre l'exemple de 2019. Son directeur de cabinet a été nommé le 24 janvier 2019, le même jour de la remise et reprise avec Kabila. C'est-à-dire quelques minutes après, il a nommé son directeur de cabinet. Alors, cela n'est pas régi par la Constitution. Ce que nous avons vécu, ce sont les sauts d'humeur. Ce sont les sauts d'humeur. Et cela dénote d'une certaine incapacité. Les sauts d'humeur de qui comme ça? Non, de M. Félix et qu'il les accorde. C'est-à-dire qu'il y a une certaine incapacité à comprendre le méandre de la gouvernance et à appliquer conformément à la Constitution le prescrit. Le but de cette émission, c'est de pouvoir donner les éléments de compréhension aux différents téléspectateurs qui nous suivent, s'ils pourraient croire en ce gouvernement ou pas. Parce que là, déjà, c'est le travail qui commence. La remise, reprise, etc. La Première ministre a dit, peut-être pour un dernier commentaire de votre part, Alain Bolodjoa, les Congolais attendent beaucoup de nous. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Après qu'elle a présenté justement ce budget qui pourrait être un peu réaliste, c'est pas comme si elle avait un peu grossi les chiffres. Elle s'attend à avoir un budget de 18 milliards par année notamment. Non, mais les Congolais attendent beaucoup de ces fameux gouvernements, probablement parce que la majeure partie des Congolais ne le connaissent pas. Et nous connaissons le système des jeux et même des acteurs. La dame vient de gérer le ministère du Plan. Peut-il nous dire aujourd'hui les innovations qu'elle a pu apporter? Elle a eu à commettre beaucoup d'erreurs au niveau du ministère du Plan. Et surtout, en ce qui concerne la gestion de ces fameux programmes de 145 territoires. Et si elle a compris qu'effectivement, il fallait éviter de commettre des erreurs, elle en a déjà commis. Dans son gouvernement, il y a un ministre délégué en charge de questions de ville. Peut-elle nous expliquer ce qu'elle entend par cette vision-là? Parce que n'oublions pas que nous sommes dans le régionalisme constitutionnel, dans le maître mot reste la décentralisation. La ville, c'est une entité autonome. Et donc, une entité qui ne peut pas être gérée par le gouvernement central. Okay, ce qui veut dire que déjà, il y a un problème. Il y a un problème. Alors, je voudrais que vous écoutiez aussi là-dessus, Maître Oscar Moubiaï. Le chef de l'État a attendu longtemps pour nommer un directeur de cabinet. Ça, on ne va pas dire que c'est la Constitution, ça n'a rien à voir avec la Constitution. Est-ce qu'il n'est pas dans la même logique dont parle justement Alain Bolodjoa, un saut d'humeur? On a attendu longtemps pour avoir un Premier ministre, longtemps pour avoir les autres membres du gouvernement, et même dans son propre cabinet, il faut attendre longtemps. Pourquoi est-ce que pour vous, c'est toujours la Constitution, c'est pas peut-être la personne qui nomme en soi? Ben écoutez, je crois comme M. Bolodjoa l'a dit, on est là pour éclairer notre opinion, donc on est là pour parler État. Et quand on parle État, on doit être homme d'État. Je crains que je sois en face d'un politicien et non d'un homme d'État. Bon. Parce que comment vous démarquerez ça? Il y a une ça, différence. Parce qu'un politicien, il prêche pour son église et il voit tout en noir quand il s'agit d'un gouvernement, parce que ce gouvernement n'est pas de son obédience politique. Mais quand on est homme d'État, on transcende les clivages. Vous pouvez être de l'opposition, mais vous acclamez quand les choses sont bonnes du côté du gouvernement. Je vous rappelle que la révision constitutionnelle de 2008 en France n'a eu à passer que par une seule voix de M. Jean Lang, qui est socialiste, mais qui a voté la révision constitutionnelle initiée par M. Sarkozy. C'est ce que l'on appelle homme d'État. Alors, maintenant, mon frère Alain, quand lui prend la parole, tout est
noir. Quand mais vous allez lui demander... C'est constatable quand même, ces retards qu'on accuse un peu de part et je d'autre. vous explique. Le retard, parce que pour lui, déjà d'abord, ce monsieur le président de la République, et non pas monsieur Félix Tshisekedi. Vous avez une caractéristique de nos hommes politiques congolais qui manquent assez, comme Abdoulaye Lad l'avait dit, d'éthique. Donc, pour se caractériser comme opposant, vous verrez qu'Alain va souvent vous dire, monsieur Félix, elle va vous dire toujours Félix, même sans dire monsieur, parce qu'on doit, quand on est homme d'État, on doit avoir l'élégance et le respect. Et d'autres, de l'autre camp, ils ne vont même pas les citer, ils vont les citer au nom de Chilombo. Ça, c'est l'autre camp. Mais je ne suis pas dans ce débat-là. Je veux dire tout simplement que nous puissions être hommes d'État. Quand on est homme d'État... J'aurais aimé qu'autrefois, vous le reprochiez aussi peut-être à ceux qui sont au pouvoir. Mais si vous m'aviez mais là n'est pas le débat. Invité, en tant qu'homme d'État, si vous m'aviez invité, je l'aurais reproché. Moi, je ne suis pas ni d'un camp, ni de l'autre. Oui. État de droit marche prône, n'est-ce pas, qu'on a de l'avant pour l'intérêt de notre pays. Exactement. Et donc, nous ne pouvons pas avancer quand nous n'avons pas d'élégance politique. En respectant pas l'homme, mais la fonction. Encore même l'homme, on doit le respecter. C'est ce que l'on peut demander à notre classe politique de se respecter mutuellement. Maintenant, pour l'essentiel de ce que mon co-débatteur vous dit, je souhaite ici et maintenant, bon, maintenant, il a tendance à dire qu'il n'est pas juriste, mais en tant qu'homme politique, on doit tout connaître. Non. En tant qu'homme politique, on ne doit pas tout connaître. On ne doit pas faire le débat dans l'apéprisme. Parce qu'on ne peut pas tout connaître. Quand on connaît tout, M. Bayona, le professeur Bayona disait, soit on est génie, soit on est un apprenti sorcier approximatif. Donc on ne peut pas tout connaître. Donc ici, j'indique que la Constitution exige à son article 78 que le président de la République nomme le Premier ministre et membre du gouvernement. On aurait dû s'arrêter là, quand on est dans un régime dit semi-présidentiel. C'est le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Mais on a ajouté un surplus inutile. Pourquoi j'appelle ça inutile? Parce qu'en droit constitutionnel, ce pouvoir discrétionnaire du chef de l'État, dénommé le Premier ministre et le membre du gouvernement, est guidé par ce qu'on appelle le fait majoritaire. Et donc le chef de l'État lui-même sait que s'il n'a pas pris un Premier ministre au sein de la majorité, son gouvernement ne pourra pas être investi. Vous comprenez pourquoi, dans un régime semi-présidentiel, on fait précéder l'élection du président avant l'élection législative et le président demande au peuple, vous m'avez élu, donnez-moi les moyens de ma politique. Parce que nous sommes un régime semi-présidentiel qui a l'aspect parlementaire. De sorte que si on n'a pas tenu compte de la majorité, le gouvernement ne pourra pas être investi. Et vous avez entendu qu'il y avait des pétitions à la fronde. Donc l'ajout là était inutile. C'est comme si on va dire à une mère, il faut aimer votre enfant. C'est inutile. Mais simplement, comme nous avons une constitution qui a pu faire un mélange de tout, de sorte qu'elle est devenue malade d'une diarrhée, indigeste, parce qu'il a fait un mélange indigeste, on a pris maintenant les aspects de la constitution belge pour ajouter inutilement au sein de la majorité, identifier le formateur et l'informateur. Cet aspect-là a entraîné que nous ayons perdu du temps. Maintenant, si vous me permettez, sinon je le prendrai un peu dans mes minutes. Oui. Si vous me permettez, je l'aurais fini par là. Maintenant, quand M. Alain vous dit que 2 jours suffiraient, bon, 2 heures d'abord auraient suffi pour dénicher justement cette majorité. Ça, c'est faire de la politique politicienne. Ok. Quand on dit, ou alors il fait une lecture littérale de la Constitution. Quand on dit identifier la majorité, cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire s'accorder autour d'une vision. Vous comprenez? Parce que la majorité, ce n'est pas l'appartenance politique d'abord seulement. C'est que les gens qui ne sont pas de votre bord politique doivent savoir, en venant vers vous, qu'est-ce que
dans votre programme, s'ils sont des écologistes, qu'est-ce que dans votre programme politique alors, j'aimerais être un peu contextuel. Chez nous, en RDC, les regroupements, peu importe leur tendance, peu importe leur idéologie, tous étaient sous la bannière vision du chef de l'État. En tout cas, la plupart de ceux que nous avons vus à Kinshasa, les pancartes qui ont été érigées ici, il y avait le chef de l'État comme vision. Donc c'était un peu plus clair dès le départ. Mais vous avez vu que cette vision du chef de l'État, on y adhère jusqu'à ce que maintenant il est question de partager les gâteaux. À ce moment-là, on ne se met plus d'accord dans la vision. Et donc, quand vous appelez quelqu'un qui est de l'Union sacrée, vous devez lui dire, est-ce qu'il a dans son quota combien de partis politiques? Et plutôt combien de ministères? Et si vous avez de ministères, il va vous dire quel type de ministère. J'ai suivi M. Alain qui vous parle de classification des ministères en fonction de leur intérêt et importance. Vous comprenez? Tout ça doit s'équilibrer pour que les gens puissent être rassurés, de sorte que quand on vient présenter le gouvernement au sein de l'Assemblée, qu'il n'y ait pas de difficulté dans son investissement. Ça, c'est un. Deux, et j'en ai fini, parce qu'il faut pas... moi, j'aime bien un débat interactif. Le deux, quand vous avez harmonisé vos points de vue sur la gestion du pays en termes de vision, et quand vous avez été garanti dans votre représentation au niveau du gouvernement, à ce moment-là, on a les gages que quand on aura présenté le gouvernement au sein de l'Assemblée, il sera investi parce qu'on a apaisé les politiciens dans leur ardeur. C'est la gymnastique que vous avez vu Kamere en train de faire, le président de l'Assemblée nationale. C'est la tentative qu'a commencé M. Kaboya. Tout ça, la conséquence, c'est quoi? C'est parce que nous avons un régime parlementaire qui met en place les jeux politiques. Et en politique, rapidement, Alain Bolodja fait un parallélisme, je veux dire, entre le retard accusé d'abord dans la nomination du gouvernement, etc., et le retard que le chef de l'État a accusé avant de sortir l'ordonnance nommant son directeur de cabinet. Non, pour lui, c'est plus l'homme en question. Non, le chef de l'État n'a pas accusé un retard. Le chef de l'État apprécie l'opportunité. Quelle aurait été l'opportunité pour lui de sortir son directeur de cabinet quand le gouvernement n'est pas encore mis en place et quand les choses sérieuses ne commencent? Il a su gérer la transition parce que vous savez, les changements entraînent toujours des frustrations. Donc, il a attendu le moment utile, de sorte que quand l'ancien directeur de cabinet s'en va, l'autre commence réellement le travail. On l'a vu à l'investiture. Non, mais il était parti, mais il gérait encore les affaires courantes. C'est ça le problème encore. Et donc, c'était inutile pour lui de mettre en place un directeur de cabinet. Je suis d'accord avec lui, M. Bolodia, qui dit que c'est une nomination administrative qui dépend du chef de l'État. Merci. Donc, il ne pouvait pas les nommer pour qu'il commence à tourner le pouce. Votre réaction? Maintenant, il l'a nommé pour que, finalement, les choses sérieuses sont en route et il se met directement au travail. Votre réaction, Alain Bolodjoa, on parle des raisons d'y croire, en tout cas. Quelles sont les raisons de ne pas croire, justement, en ce gouvernement? Bon, j'ai suivi mon co-débatteur qui a commencé à nous enseigner sur les distinguos entre hommes d'État et politiciens. On peut être homme d'État, on peut être président ou chef de l'État sans être homme d'État d'après sa définition. Parce qu'apparemment, Félix Tshisekedi apparaît plus comme politicien que homme d'État, mais on l'appelle quand même chef de l'État. Vous pensez que quand on est homme d'État, on ne doit pas prendre en compte certaines évidences? Je ne pense pas. Deuxième élément, chers concitoyens. J'ai une adresse scientifique. Je suis économiste, mais en même temps, je suis politicien. Dites-moi, Félix Tshisekedi, il a fait la communication, marketing, quelque chose comme ça. Si on lui pose la question sur le politique de la santé, il ne doit pas opiner là-dessus parce qu'il n'a pas fait cette filière? Non. En tant que politicien, je suis appelé à avoir une vision large sur l'État, sur son fonctionnement, sur les institutions, sur la durée du mandat, sur les décisions, la nature juridique des décisions. Parce que là, ça ne demande pas à ce que l'on soit juriste. Même si je pouvais être juriste, je ne voudrais pas adopter la même approche que notre ami
Parce que ce soit en droit que dans d'autres sciences, il y a toujours une approche sociologique. La grande difficulté, vous semblez donner l'impression sur l'approche juridique alors que vous êtes en train d'analyser des faits politiques. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous vous mettez en porte-à-faux avec la vision du constituant. Le constituant n'a pas fixé la durée pour investir un gouvernement. Le constituant a donné les principes. La gestion de la durée dépend de tact ou de la capacité de ceux qui ont la responsabilité. Je vous dis ici, pour identifier la majorité, ça ne demande pas beaucoup de boucans, ça ne demande pas beaucoup de choses. Surtout que cette majorité, vous l'avez dit, sur le plan sociologique, existait déjà. Il suffisait juste de constater l'existence de la majorité. Pour preuve, avant que l'on convoque la session extraordinaire pour mettre en place le bureau d'âge ou le bureau provisoire, qui ne savait pas que l'union dite sacrée avait déjà la majorité. Et cette appartenance à la majorité est déclarative. C'est-à-dire que vous faites la déclaration d'appartenance. Tout ce qu'il y a comme vision et ainsi de suite. Mais je pense que le programme a été élaboré par la Première ministre. Le programme n'a pas été élaboré par l'informateur. S'il y avait déjà un gouvernement, c'est ensemble qu'ils allaient maintenant élaborer leur programme. Il vous souviendra que lorsqu'on avait nommé la dame, elle a eu à faire de consultation. Elle était déjà Premier ministre, bien que sur le plan administratif. Donc, s'il y avait du sérieux dans le chef de nos amis d'en face, il devait plutôt comprendre que la problématique du retard résulte des insuffisances individuelles de ceux qui avaient la mission. L'informateur, n'est-ce pas qu'il a réagi? Il est venu déposer son rapport 2 semaines après. Oui, c'était un rapport. Pourquoi la mission a-t-elle été reconduite? Alors qu'il avait déjà vidé la substance. Il avait déjà dégagé la coalition. La coalition existait déjà. Pourquoi lui avoir encore confié une autre mission? Et pendant qu'on lui confiait la deuxième mission, on a semblé donner l'impression comme si c'était lui le formateur du gouvernement. Nous avons eu ce genre de débats. Et après, on nomme la Première ministre. Ça a pris pratiquement 2 mois. Alors dites-moi, quelle est la responsabilité de la Constitution dans ça? On insiste encore sur le directeur de cabinet. Cher ami. Rapidement, oui. Le directeur de cabinet est nommé par M. Félix Tshisekedi. Sans aucune exigence. Il a nommé en retard. Pourquoi l'avoir nommé en retard? Et pourquoi l'a-t-il nommé en retard? C'est justement parce que M. Félix Tshisekedi, ne sachant pas qu'il y avait possibilité de faire intervenir son administration dans l'élaboration de politiques publiques sur pied de l'article 91 de la Constitution, il pensait que sa volonté seule suffisait. Non, l'administration de l'institution président est là pour l'accompagner dans toutes ses tâches, dans toutes ses missions. Il fallait que le directeur de cabinet en temps soit là pendant l'élaboration de politiques publiques. Parce que c'est lui qui doit veiller sur la responsabilité de la personne du président. Cela n'a pas été. Ça peut avoir quelles conséquences, ça, cela, notamment? Non, mais ça n'a pas de conséquences sur Félix Tshisekedi parce qu'il est là. Mais ça démontre à suffisance qu'ils ne sont pas sérieux dans ce qu'ils font. Notre ami nous dit, non, il fallait impérativement appeler son Excellence, Monsieur le Président, le chef de l'État et ainsi de suite pour qu'il soit respecté. Non, entre moi qui l'appelle Monsieur Félix Tshisekedi et ceux qui l'appellent Moutatondolo ou quelque chose comme ça, entre les deux, qui respecte l'autre? Parce que lorsqu'on vous appelle Monsieur, c'est un signe d'égard. J'ai de l'égard envers Monsieur Félix Tshisekedi en tant qu'humain. Et d'après vous... Au-delà de tout, s'il vous plaît, ceux qui la sont chaque jour et qui détournent l'argent, ceux qui lui empêchent d'atteindre ses objectifs, et nous qui les critiquons, qui sont plus méchants, ce n'est pas nous. Ce n'est pas un impératif. D'après vous... Ce n'est pas une obligation de l'appeler chef de l'État, président de la République, président fondateur, autorité dite morale. Ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est le respect mutuel. Mais est-ce que c'est suffisant pour ne pas croire en ce gouvernement, tout ce que vous avez épinglé là? Non, mais je vous dis, les prémices sont faussées. Les prémices sont fausses. Naturellement, on n'aura pas de bons résultats. Je vous ai démontré ici une volonté manifeste à violer la Constitution. Nous sommes dans le régionalisme constitutionnel. On crée un département chargé de gérer pratiquement les villes en violation des dispositions pertinentes de la Constitution. Et puis, deuxièmement, même par rapport à ces fameux programmes, pensez-vous vraiment que c'est sérieux? Avec un budget platonique? Pensez-vous vraiment que c'est sérieux? Ça, c'est destiné... 18 milliards, c'est pas quand même la mer à boire, rapidement, oui. Non, mais 16 milliards non plus.
on n'a jamais atteint 10 milliards avec un budget de 16 milliards. Pensez-vous vraiment c'est réaliste? Quelles sont les réformes initiées et par rapport à l'année 2024? Nous venons de consommer 6 mois. Alors, il nous reste que 6 mois oui. et je pense qu'ils ne sont pas suffisamment sérieux. Ils Oscar doivent Mudiaï. apprendre à insister. Je clôture là. Non, juste là, 30 secondes. 30 secondes. Il a fait la même chose, n'oubliez pas. Je clôture là. La nomination du Premier ministre, chers juristes, n'est pas le pouvoir discrétionnaire. Ne confondez pas les choses. Mais c'est un vieux débat. Depuis Kabila, on disait que ça relevait du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. La nomination du Premier ministre, c'est une compétence liée. Partagée. Effectivement, avec le Parlement. Voyez-vous, il y a une désignation qui est faite au niveau du Parlement. La première phase, il nomme. Mais la deuxième phase, il faudrait que le gouvernement soit investi. Alors, lorsque vous parlez de pouvoir discrétionnaire, vous faites référence à quelle constitution? Apparemment, les gens ne connaissent même pas cette constitution. Et vous la combattez pourquoi? Voilà. Oscar Mudiaï, pour Alain Bolodjoa, il y a eu violation même de la constitution qui consacre le régionalisme, on va dire la décentralisation. Quand on nomme un ministre chargé des questions des villes, c'est là est en porte-à-faux avec notre loi fondamentale. Bien, écoutez, je voulais rassurer mon condébatteur que non seulement je connais la constitution congolaise, mais je connais la constitution du monde entier. Ah bon? Parce que je suis publiciste, et pour devenir publiciste, cher ami, il faut avoir fait le droit public comparé. Et en droit public comparé, vous devez étudier les régimes politiques du monde entier. Mais vous n'êtes pas constitutionnaliste comme les autres aussi que nous connaissons. Moi, je ne connais pas les constitutionnalistes. Vous avez les constitutionnalistes ici? On parle souvent des Bata, constitutionnalistes, de Bochab aussi, d'autres grands et éminents professeurs de droit, et Sambo, etc. Bon, allez-y. Bon. Ici, on aime les diplômes, on aime les titres. Bon, il y a des gens qui s'autoproclament. Vous me parlez de Bochab, j'ai l'avantage de discuter avec son directeur de thèse, Dolperé, Francis, quand on se trouve dans le colloque sur les droits constitutionnels, et je n'y vois pas Bochab lui-même. Vous me parlez de Sambo, je suis celui qui lui a amené les livres. J'ai l'avantage et le privilège de voir quand il rédigeait sa thèse à Paris. Et vous avez encore parlé de... Professeur Mata, c'était juste... Vous parlez de... C'était juste des parenthèses, je ne connais pas le directeur de thèse, mais vous parlez de Joly. Je discute largement avec son directeur de thèse. Donc, moi, quand vous me parlez de ces gens-là, je ne suis pas dans les titres. En science, on n'est que des pygmées sur les épaules des géants. Mais maintenant, ici, on est dans les dogmatismes par rapport au titre. Et j'ai pu que j'appelle, je suis heureux que M. Alain Bologna soit arrivé parce que lui, il a admis qu'on débatte. Moi, je discute avec les directeurs de thèse de ceux que vous me citez. Et eux ne se refusent pas, en tant que grands, de discuter, voire même avec les étudiants. Mais ici, chez nous, est-ce que vous pouvez appeler un professeur de venir débattre? La réponse est non. Et donc, là n'était pas le sujet. Aussi, je voulais quand même rappeler que quand on parle de droit, en tant que publiciste, en France, je n'ai pas eu à étudier ce que vous appelez ici droit. J'ai eu à étudier les sciences juridiques, n'est-ce pas, et économiques. Donc, nous pouvons valablement discuter avec mon co-débatteur qui a la spécialité en économie. De fait, qu'en tant que publiciste, on a cette vision-là. Donc, mon co-débatteur vous dit le ministère chargé de questions de vie, notamment. Bon, si vous me permettez d'y aller méthodologiquement par rapport au débat contradictoire avec mon co-débatteur. C'est pour ça qu'on s'appelle co-débatteur. Oui. Il vous dit, j'ai parlé des noms d'État. Oui, les chefs de l'État, pas le président Félix Tshisekedi, mais les chefs de l'État comme fonction, ce n'est pas parce qu'on est chef de l'État qu'on est nécessairement homme d'État. Donc je ne souhaite pas qu'il y ait confusion entre homme d'État et politicien. Un homme d'État est celui qui décide pour l'intérêt du pays indépendamment de son étiquette politique. Je serais content que notre frère, compatriote,
pas concitoyen, mais je suis votre compatriote, pas votre concitoyen, puisse, quand il s'agit du bien du gouvernement, puisse l'admettre. Ce matin, on lui pose la question, je le suivais, pour savoir si le gouvernement, au moins, on a respecté la forme. Il dit, ah, ça c'est une question structurelle. Non, au moins la forme ne pose pas problème, on a admis. Ah bon? Donc, je voulais, qu'on fasse cette différence entre un homme d'État et un politicien. Je souhaite qu'il soit homme d'État. Et quand on est homme d'État, on a l'élégance. Vous vous rappellerez la célèbre formule de François Mitterrand. Quand Chirac l'appelle Monsieur Mitterrand, et lui dit Monsieur le Premier ministre. Donc l'élégance. Et Ouad a dit que les politiciens congolais manquaient d'éthique. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Et donc, quand vous venez appeler une première ministre, la dame, ça pose un problème d'éthique. Et l'éthique n'est pas inscrite dans les textes. C'est l'élégance politique. Que je sache, il est politicien selon lui depuis 2000. Je ne lui impose pas. Ce n'est pas une imposition. Mais je considère que quand on est politique, on doit avoir l'élégance et on doit être homme d'État. Alors, maintenant, j'espère qu'on parlera maintenant du sujet dont il est question. Oui, je réponds méthodiquement. Maintenant, on vous dit... Ça va rester sur la personne de Bolo Dia. On vous dit... Non, je ne suis pas sur sa personne. Ok. On vous dit, je réponds à ce qu'il dit pour qu'on se mette bien d'accord. Je crois que la différence entre politicien et homme d'État, ça a déjà été fait. Et ça n'appelle pas débat. Maintenant, on vous dit que la nomination du Premier ministre, ce n'est pas un pouvoir discrétionnaire du président de la République. On ne sait pas si on tire ça d'où. Vous prenez l'article 78 de notre Constitution, la Constitution que M. Alain Bolo Dia défend bec et ongle. Il est dit quoi? Le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire. Là n'est pas le problème. Non, il faut lire jusqu'à la fin. C'est pas l'article 78. C'est pas l'article 78 qui nous intéresse. Non, non, lisez jusqu'à la fin. C'est 79. Pour comprendre. Je vais lire jusqu'à la fin. Le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation, ainsi de suite. Je ne sais pas ce que vous voulez dire par rapport à ça jusqu'à la fin. Moi, on peut échanger. Mais le débat n'était pas là. Le débat était au niveau... L'article 78 est bien connu. Oui, le débat était au niveau... Non, il doit lire... Vous voulez lire le dernier paragraphe? Non, il doit très bien lire l'article. Si une telle majorité n'existe pas... Non, lisez d'abord le premier alinéa. Le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation de celle-ci. C'est ce qu'on appelle compétences liées. Non. Après consultation. Non. C'est un juriste. Nous sommes en droit administratif. Lorsqu'on vous reconnaît un pouvoir qui est conditionné par la consultation d'une autre personne, c'est ce qu'on appelle compétences liées. Non. C'est une compétence sine qua non. Non. Il est obligé de consulter d'autres personnes. J'aurais bien souhaité... Nous avons affaire à un plébiscite. Et un publiciste, démontrez-moi le contraire. Mais je vous démontre le contraire tout de suite. Et je vous demande, parce que vous risquez de diriger le pays demain, d'être entouré de bons juristes. Il ne faut pas qu'ils vous disent des choses comme ça. Oui, de bons juristes. Ça, bon, vous prenez l'article 79. Oui. Alors, quand il vous lisez, les ordonnances autres. Les ordonnances du président de la République, autres que celles prévues aux articles 78, alinéa 1er, 80, 84, etc., sont contresignées par le Premier ministre. Les ordonnances autres que. Oui. Ça veut dire, autre que, ça veut dire que l'article 78 est exclu au contreseing du Premier ministre. Oui. Mais lisez encore. Hein. Les ordonnances du chef de l'État, autres que celles prévues aux articles 78, alinéa 80. On s'arrête là. Alinéa 1er. C'est l'article 78 qui nous intéresse. Autre que, ça voudrait dire quoi? Il nous reste juste 3 minutes pour terminer rapidement. Oui, les ordonnances autres que. Ça veut dire que l'article 78, c'est une ordonnance non soumise au contreseing du Premier ministre. Mais il consulte quand même le chef de l'État. Non, c'est le président de la République, chef de l'État, qui nomme le Premier ministre. Après consultation? Non. Consultation de qui? On dit l'article 78 après consultation. Il faut bien lire l'article 78. Après consultation. Ce que vous lisez, c'est qu'on dit les ordonnances autres que.
Non. L'article Mais les accords, 78 est clair. Je voudrais que vous terminiez par là, avant de passer la parole à Boloja. Je vous dis ceci. Que vous donniez aux Congolais les raisons de croire en ce gouvernement. Après le retard accumulé, je vous souhaite une lecture. Les Congolais veulent être rassurés que ce gouvernement peut faire quelque chose, tant dans sa composition que dans le travail. Je vais vous répondre ça dans une seconde. Oui. Je vous souhaite, pour que nos téléspectateurs ne restent pas avec le doute, oui. Je vous souhaite une lecture compréhensive. Et ça, c'est dans son intérêt. L'article 79 distingue les ordonnances soumises au contre-saint. Ça veut dire qu'il demande le consentement ou la signature du Premier ministre ou de ses ministres. C'est ce qu'on appelle l'ordonnance soumise au contre-saint. Parce que ça engage leur responsabilité. Mais maintenant, l'ordonnance tirée de l'article 78 dans la nomination n'est pas soumise au contre-saint. C'est ce qu'on appelle le pouvoir discrétionnaire. C'est pour cela l'article 79, votre réaction, si vous permettez, l'article 79 dit les ordonnances autres que le 78. Ça, c'est entendu. Voilà. Entendu. Donc, l'ordonnance rapidement pour 78 n'est pas soumise au contre-saint. Bon, je crois qu'il a mis en doute les qualités de Njoli, Esambo, Mbata et ainsi de suite. C'est aux autres de tirer des conclusions. Je voudrais dire à notre concitoyen, j'insiste, sauf peut-être s'il a changé de nationalité, notre concitoyen, que les dispositions pertinentes de l'article 78 sont suffisamment claires. La nomination ici est conditionnée par une consultation. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs organes, deux institutions qui interviennent concomitamment. C'est clair, c'est une compétence liée. Lesquelles? Quelle institution? Non, mais la majorité parlementaire, c'est quoi? C'est le Parlement. Donc pour nommer le Premier ministre, le président consulte. Il faut consulter. L'Assemblée nationale, comment il va la consulter quand elle n'est pas en place? Consultation de celle-ci, on parle de la majorité parlementaire. Oui. C'est votre article. C'est-à-dire que vous avez juste... Mais à quel moment alors, lors de la formation, il a consulté cette... Ce n'est pas le président de la République qui consulte, c'est l'informateur. S'il n'y a pas de majorité, c'est en ces moments-là qu'on confie la mission d'information. Et donc, quand il y a la majorité, le président la consulte. Par quelle voie? Mais la consultation de la majorité se fait. Ça s'est jamais produit en RDC. Justement parce qu'on n'a jamais eu de majorité parlementaire. On n'a jamais eu de majorité dès le départ. Toutes les majorités qu'on constitue, c'est par voie de coalition. On n'a jamais eu une majorité parlementaire. Mais l'article 79 qui vient après. Alors, on va terminer par raison de quoi Là, on n'aura même pas le temps d'en parler. Parce que ça, ce sont des basiques. Moi, j'ai appris ça. Dans le droit administratif en deuxième graduat. Ça, ce n'est pas du droit administratif. C'est le droit administratif. Allez, Alain Boloja, qu'est-ce que ça pourrait avoir justement comme répercussion, ce ministère des questions de ville? Peut-être que Maître Moubia n'a pas répondu à cette question. Non, mais peut-être qu'il n'avait pas l'information. Les temps peut-être fait défaut parce que... Peut-être il n'avait pas l'information. Oui. Nous sommes dans le régionalisme constitutionnel. Il y a les dispositions pertinentes de la Constitution. Il y a toute une loi. Oui. Qui régule la société sur ces aspects des choses. La loi de 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leur rapport avec le gouvernement et les provinces. Les villes sont des entités territoriales décentralisées, qui ont une autonomie de gestion, qui ne peuvent pas être gérées ni par la province, ni encore par le gouvernement central. Mais on a nommé quelqu'un en violation de la Constitution. Cela sous-entend qu'il y a beaucoup de problèmes. Ouais. Et une autre violation de la Constitution, la représentativité nationale. Dans la coutume, il faut que toutes les provinces soient représentées. Il y a des provinces qui ne sont pas représentées. Et même le ministre de la relation avec le Parlement n'est toujours pas venu. Non, mais effectivement, parce que nous avons des gens qui connaissent de la Constitution. Alors, je vous propose ceci, Alain Boloja, Maître Moubia, si on peut se retrouver le jeudi prochain. Cette fois, ce sera la première semaine du gouvernement. C'est vrai que c'est très tôt pour pouvoir critiquer. Non, on peut critiquer. L'évaluation j'espère que vous me donnez est autorisée. Oui. On va revenir le jeudi prochain pour le même casting en tout cas et donner les éléments de compréhension. Avant de revenir, Maître Moubia, une minute, si vous m'accordez. 30 secondes. 30 secondes. Premier mot. Quand M. Alain Boloja vous dit que le gouvernement mis en place aurait violé l'article 90, c'est faux. La représentativité nationale. Non, je vous donne ce que la Constitution dit, parce que il ne faut pas... On va en débattre prochainement. On vous dit que, considérant que la justice, avec ses corollaires,
je vous saute rapidement. Les corollaires, c'est les tribalismes, les clanismes, les régionalismes ont conduit notre pays dans la ruine. Ça, c'est le préambule. Le préambule de la Constitution. Ok. C'est ça l'esprit de la C'est ça Constitution. le préambule? Oui. Il y a une partie du préambule. Alors, C'est ça le secret. Donc, le tribalisme, le régionalisme est interdit dans notre Constitution. Oh là là, c'est grave. Allez. Mais c'est dit. Non, mais Merci. non, vous n'avez rien compris. Je suis désolé de vous... Merci non, beaucoup. Non, non, vous lui avez accordé... Mais non, je n'ai pas fini une minute. c'est quand même gravissime. Non, ça va vous laisser dans la soif. la mise en place de la Cour constitutionnelle exige à ce qu'il y ait la représentativité de provinces. Vous, des régions. Vous pensez que c'est en violation de la Merci. Constitution? Non, mais non. Oh là là. Maintenant, monsieur, je ne peux pas vous dire. Revenons le jeudi prochain. Je vais C'est quand même Merci. grave. Donc, quand il Vous dit dites que vous donnez régionalisme... rendez-vous à la population que vous reviendrez. Non, l'État congolais n'est pas un État. Mais Alain journaliste Bolodjoa, vous constitutionnel. reviendrez le jeudi prochain également pour le même C'est débat. un La monstre suite, on qui n'a pas aura de visage. un débat à la fois Mais vous nous administratif appelez ça et un juridique. monstre. Le temps. C'est une option de gouvernance. On n'a Non, plus le parce temps. que dans une même forme d'État, on ne peut Merci. pas avoir la décentralisation et le régionalisme Merci beaucoup. dans une même forme d'État. Les raisons de quoi Nous allons discuter les Merci beaucoup. Le raison de quoi on se mais vous gouvernement, nous invitez pour, c'était maître pour ne Oscar pas nous donner le Mobiaï temps. et Alain Bolodjoa. On a fait que suffisamment de temps. C'est le temps requis pour cette Non, émission. mais c'est ça les plus grands défauts de ces pouvoirs, la gestion du temps. On reviendra le jeudi Il est déjà prochain. fait mandat, mais il n'a pas compris. La régie est déjà fatiguée parce qu'on a largement dépassé le temps. Merci de nous suivre. Retrouvons-nous le jeudi prochain avec le même casting, les mêmes personnes. Ce sera toujours un débat républicain, des hautes factures à la fois économiques et juridiques. Restez scotchés au programme de votre chaîne Télé 50. Au revoir.